Le vendredi 23 février, il est 20h45 et je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Donc je vais procéder à l'appel. Marcel Oulès, présent. Pierrette Munier. Présente. Grégory Ateba. Présent. Caroline Dumont. Présente. Ali Bouchama. Présent. Fabienne Gilliot. Présente. Toufik Hamdi. Présent. Martine Bernada. Bertrand Carlin. Pouvoir Grégory Ateba. Lina Trac. Présente. Gilles Dauvergne. Présent. Myriam El Alaoui. Présente. Lily Popote. Présent. Evelyne Orlaville. Pouvoir Pierrette Pouvoir. Munier. Thierry Rochette. Présent. Georges Pambou. Pas d'infos. Non, il devrait venir, mais il est toujours en retard. Christian Jaillet. Présent. Gaël Bouvier. Présente. Pierre-Marie Soulis. Comme à chaque fois, nous allons procéder à l'élection d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Y a-t-il une ou un volontaire? Thierry Rochette, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Thierry, c'est toi le secrétaire. Comme à chaque fois, vous avez dans votre dossier le procès-verbal de la séance du conseil précédent, qui était le vendredi 22 décembre. Est-ce que vous avez des remarques à faire, des choses à dire sur ce compte rendu? Procès-verbal. S'il y a- Du 2 décembre, le dernier conseil. J'ai dit le 22? Oui. Ah, pardon, c'est le 2 décembre. Donc s'il n'y a pas de remarques, on va passer à l'approbation. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? À l'unanimité. Il faut Marcel. Dis. C'est sur la page 2, au 3, bilan de la mise à disposition. Le premier paragraphe à la fin, les éventuels travaux réalisés au titre de l'aménagement au droit de la construction, il y a un S à construction. Oui. Voilà, c'est ça. Et personne ne s'est présenté. Et eux? Non. Et d'accord. C'est une question. Si, Donc c'est bon. Merci Grégory. Oui. J'en rajoute pas, Bien. Premier point à l'ordre du jour, c'est un point urbanisme, débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'on appellera PADD, pour aller plus vite. Vous aviez tous eu avec votre dossier dans ce PADD, qui a été débattu et travaillé pendant 4 séances, je crois, par le comité urbanisme, dont certains sont autour de cette table ce soir. Donc là, c'est la dernière mouture qui a été validée par le comité urbanisme. Et donc, les textes nous imposent de faire un débat à la table du Conseil, conformément à l'article 151.5 du Code de l'urbanisme. Donc, on va le passer, on va le lire, on va le passer en revue page par page. Bon, le préambule, ce sont les rappels législatifs et réglementaires qui fixent le cadre dans lequel un PADD doit exister, ce qu'il doit contenir et ce qu'il doit annoncer. On peut résumer ça pour Chanteloup en 4 points principaux. Assurer un développement cohérent à Chanteloup-en-Brie, c'est pour la partie urbanisme. Définir les modalités de développement de toutes les sphères économiques de la commune, c'est pour la partie économique. Poursuivre la valorisation du cadre de vie des habitants, ça la protection des espaces naturels et préserver la ruralité du territoire. Donc les deux premières pages, la page 2 et la page 3, donc ce sont les rappels législatifs et réglementaires qui fixent le cadre dans lequel un PADD doit intervenir. Donc je pense qu'il n'y a rien à dire dessus, quoi, hein. C'est une ordonnance qui a fixé cela. Donc je vous propose que l'on passe déjà au premier point pour le projet communal, qui est d'assurer un développement cohérent à Chanteloup-en-Brie. Donc c'est l'un des 4 points qui constitue l'ossature de ce PADD. Maîtriser la croissance démographique. Chanteloup-en-Brie fait partie de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et du secteur 3 de Marne-la-Vallée.
Dans le cadre de ZAC d'État, la commune s'est fortement développée. La commune de Chanteloup-en-Brie est de fait dynamique et accueille de manière constante de nouveaux habitants depuis les années 80. La population passe de 463 habitants en 1982 à 3380 en 2015. La municipalité souhaite maîtriser et stabiliser sa démographie autour du seuil de 4000 à 4100 habitants. Pour cela, la commune souhaite s'appuyer sur le développement de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre, d'intérêt national, tout en maintenant l'identité des quartiers anciens comme modernes déjà bâtis. Une fois l'aménagement de la ZAC achevé, l'enjeu sera de maintenir une population stable avec un parc de logements et des équipements attractifs. Si vous avez des choses à dire, à chaque fois vous pouvez intervenir. C'est ça le débat. Définir une politique de l'habitat moderne. Dans la continuité de la volonté communale de proposer des projets innovants sur son territoire, les élus souhaitent mettre en avant une politique de l'habitat moderne qui repose sur plusieurs principes. Un habitat maîtrisé, phaser l'arrivée de populations restantes, donc il y a 3 tranches de logements, les 3 dernières qui vont être terminées dans les livraisons de 2018 jusqu'à 2022, pour répartir l'essor démographique sur plusieurs années. Un habitat diversifié, continuer à proposer une offre de logements diversifiés pour améliorer la mixité sociale en termes de taille, de nombre de pièces, de formes urbaines, individuelles ou collectifs, et de type d'occupation, accession et location, ainsi que l'intégration de logements sociaux et de logements pour les seniors. On retrouve dans ce paragraphe un peu ce qu'est Chanteloup actuellement, un habitat diversifié, dense dans certains secteurs, un petit peu moins dense, un peu plus clairsemé sur d'autres secteurs. Du logement social aussi, et du logement individuel et collectif, et aussi des équipements en logement pour les seniors, je pense à la résidence senior, et puis aussi à l'EHPAD. Un habitat innovant et soutenable, en poursuivant le développement d'opérations durables et labellisées, alors BBC, BPOS et Passive House pour une opération, et même dans les dernières opérations, on va tendre vers aller vers du zéro carbone sur une période de 30 ans. En encourageant l'efficacité énergétique, l'économie et la production d'énergie, donc tout ce qui est BPOS, tout ce qui est Passive House ou zéro carbone, on va vers les économies d'énergie et qui sont bénéfiques à la fois pour l'environnement et aussi pour les factures de nos administrés. Et en permettant la réalisation de programmes innovants et originaux du point de vue technique et architectural. Un habitat connecté à Internet en intégrant la desserte Internet en VDSL2 prévue à court terme à l'aménagement des nouveaux quartiers d'habitation. Donc je pense que d'ici la fin février, on devrait être en très haut débit. Et pour les anciens quartiers? C'est pour les quartiers justement qui en étaient dépourvus, comme les nôtres. Les nouveaux quartiers sont déjà, sont déjà pourvus. Oui. Aux équipements publics de la commune en les rendant accessibles notamment par le biais des modes de transport doux. À l'offre de transport. J'ai une nouvelle. Qu'est-ce que c'est un transport doux? Oui, c'est ça. De quoi? Un transport doux, c'est des liaisons douces, ce qu'on appelle les cheminements piétons, des pistes cyclables. Voilà. C'est ça, un cheminement doux. La première fois que j'entends ça. C'est pareil, je vais poser la question. C'est liaison douce. Alors on dit liaison douce, là il a mis transport doux. À l'offre de transport en commun et de moyens alternatifs, comme les stations d'écomobilité. Bon, il y en a une qui est déjà implantée à côté de l'hôtel, et une deuxième qui devrait être dans la fin de l'aménagement de la zone d'activité du Clos du Chêne, qui se développent ou qui seront à développer en parallèle. Comment? Au niveau du chiffre sur la population, Oui. vous l'avez sorti où ce chiffre? Parce qu'on prend l'INSEE, on prend la Marne du 18 janvier 2017, on ne tombe jamais sur les mêmes chiffres. Nous, c'est les chiffres INSEE que l'on donne, ce sont les chiffres officiels. Oui, moi, j'en ai oui, trouvé d'autres, c'est pas les mêmes. Et donc, avec les chiffres que donnait la Marne le 18 janvier, c'est encore pas les mêmes. Alors, moi j'ai les chiffres Je sais pas qui. c'est moi qui ai donné les chiffres à la Marne, c'est eux qui m'ont interviewé. Et donc le dernier recensement qu'on a reçu de l'INSEE, il n'est pas de 2015 comme a marqué le bureau, c'est 2016 et c'est 3387 habitants exactement. Voilà. J'avais une autre question. Oui. Pourquoi la chaîne Saint-Fiacre est d'intérêt national? Parce que ce sont des actes d'État. D'accord. Voilà.
terrain appartient à Le terrain appartient à l'État, donc c'est d'intérêt national. D'accord, ok. Bussy a, lui, le statut de ville nouvelle d'intérêt national. Voilà. Ça implique des participations de l'État au titre des équipements publics. Et on l'a vu pour les écoles, pour les ateliers municipaux, ils nous donnent le terrain. Et pour le futur dojo intercommunal, on aura aussi une réserve foncière fournie par l'établissement public et pas mal. Voilà. Voilà. Préserver l'identité de chaque quartier. La commune a su maintenir un centre traditionnel dans ses usages et avec quelques éléments architecturaux anciens. Son évolution urbaine successive s'est faite dans le cadre d'opérations d'ensemble, développant ainsi des quartiers aux identités distinctes. La commune souhaite donc maintenir cet équilibre pour continuer à offrir un cadre de vie diversifié à ses habitants. Ses objectifs sont maintenir les usages d'habiter de ces quartiers d'habitation et la mixité fonctionnelle de sa centralité, maintenir l'identité du tissu pavillonnaire, y favoriser l'innovation et permettre l'évolution naturelle des habitations présentes, maintenir les spécificités de l'habitat existant dans le bois de Chigny en ne permettant aucun développement, création de logements supplémentaires. On verra plus loin quand on abordera la partie environnement qu'avec le PPANP et tout ça, bon, ça garantit le fait qu'il ne puisse pas y avoir de construction dans le bois de Chigny. Tout au moins pour les parcelles qui ne sont pas construites. Valoriser l'identité historique du site de Fontenelle et sa récente maison de retraite. L'identité historique, il n'y a pas tellement un caractère historique au château de Fontenelle, mais c'est, je pense, historique qui fait plutôt allusion au fait que ça a été la propriété de la famille Cartier-Bresson. Oui, cette partie-là, mais l'EHPAD... Oui. Oh, mais il y a les jardins, je pense, parce que la personne qui a le château aujourd'hui, elle a remis les jardins comme ils étaient à l'époque. Oui, non, mais sur ce Donc côté-là, je que comprends ce soit l'habitat ou sur le le côté jardin, de c'est l'EHPAD, pas enfin la nouvelle maison de retraite, le côté historique. Le côté historique, il n'y est pas, oui, c'est vrai. Oui. On discute. En fait, c'était le site qui est historique puisque c'était les vergers, à l'époque, les vergers qui étaient attenants au château. Ils n'ont pas été préservés. Non, ils n'ont pas été préservés. Non, mais oui, là. Alors je pense que, oui, la récente maison de retraite, oui, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi. Parce qu'elle n'est pas historique. Elle le Le reste, deviendra. oui, ça, oui. Elle le deviendra. Permettre l'amélioration des habitations existantes, annexes, extensions, dans la ZAC des Chênes-Saint-Fiacre, tout en maintenant les équilibres en présence. Prendre en compte des densités de logement pour définir les potentialités d'évolution du tissu urbain et bâti existant. Définir une composition urbaine qui s'inscrit dans la continuité du tissu urbain existant et permettre de créer du lien entre anciens et nouveaux quartiers. Si on regarde l'existant, on comprend, il y a les liens sont existants entre les anciens quartiers et les nouveaux. Il faut partir du bourg historique, il faut voir au fil des ans comment, de manière concentrique, les nouveaux lotissements se sont rattachés, et le dernier étant sur la partie nord et est, la ZAC du Chênes-Saint-Fiacre. Donc le schéma de la page 7 illustre bien les différentes dispositions. Maintien des quartiers d'habitat et leur évolution dans le cadre d'une politique d'habitat moderne. Conserver la mixité fonctionnelle de la centralité. Mixité fonctionnelle, c'est associer l'habitat et le commerce. Continuer le développement de la zone du Chênes-Saint-Fiacre. Valoriser l'identité historique du site de Fontenelle. Alors je pense que c'est plutôt lié au château encore. Et prendre en compte l'habitat isolé des bois de Chigny. Donc c'était pour le premier point, assurer un développement cohérent à Chanteloup-en-Brie. Avez-vous d'autres choses à dire ou je continue? Donc le deuxième point, c'est définir les modalités du développement de toutes les sphères économiques de la commune, y compris bien entendu l'aspect activité agricole. Le territoire de Chanteloup-en-Brie a connu un développement économique parallèle à sa croissance démographique et l'on retrouve aujourd'hui toute la sphère de l'économie, commerce et services de proximité, activités artisanales mais aussi industrielles, commerce de gros, logistique notamment présente sur 2 zones d'activité économique, ainsi que le secteur agricole avec notamment la cueillette. Prendre pleinement en compte l'agriculture dans le cadre du projet communal. Le développement urbain s'est majoritairement fait sur des espaces agricoles céréaliers. La communauté d'agglomération et la commune ont mis en œuvre différents outils afin que l'activité agricole soit pérennisée et économiquement viable. Aussi, il est prévu de
qui s'appuyait précisément sur le périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, ce qu'on appelle PPRNP, pour limiter le développement de la commune. Cela se traduit par l'objectif chiffré de modération de la consommation d'espace suivant, préserver du développement urbain 100% des terres agricoles du PPRNP. C'est-à-dire que toutes les terres qui sont couvertes par le PPRNP n'auront jamais vocation à être construites. Permettre le développement de l'activité maraîchère de la cueillette du Plessis. Faciliter les déplacements doux entre la ferme de la cueillette du Plessis et l'ensemble des quartiers de la commune. Alors bon, le long de l'avenue de Chel-Saint-Fiat, qui a des pistes piétonnes et cyclables. Prendre en compte les circulations des engins agricoles dans le cadre du développement des divers aménagements. À partir du moment où il y a de l'activité agricole sur le territoire de Marne-et-Gondoire, on est amené à voir passer des engins agricoles et il faut qu'ils puissent... Alors ils ont des circuits bien précis, hein, ils ne peuvent pas passer n'importe où, et il y a une signalétique précise qui est mise en place par la communauté d'agglomération. Pérenniser le commerce en centre-bourg. Les opérations immobilières du centre de Chanteloup-en-Brie se sont réalisées afin de créer une centralité commerciale avec des locaux commerciaux en rez-de-chaussée. Ces locaux sont occupés et offrent aux habitants tout un panel de commerces et de services locaux. La commune souhaite que cette offre commerciale et de services soit maintenue. Il s'agit donc de faciliter les déplacements, notamment les modes doux, entre les secteurs d'habitat, la centralité commerciale de la commune, ainsi que les stationnements desservant des commerces. Conserver la vocation commerciale des rez-de-chaussée. Veiller à pérenniser le commerce de centre-bourg par une offre adaptée, de manière complémentaire avec la zone commerciale du Clos du Chêne. Créer un lien entre le centre et la zone commerciale, notamment au niveau de la rue de la Ferme du Pavillon. Ce qui veut dire que quand on a commencé à travailler sur les futures zones du PLU, la zone U1, U2, U3, faudra que dans nos travaux, on pense à préserver à l'avenir les commerces qui existent justement en pied d'immeuble pour ne pas permettre un jour qu'ils soient transformés en logement. Alors, si on veut garantir la pérennité du commerce en pied d'immeuble comme c'est actuellement, il faudra le traduire par écrit dans le zonage du centre-bourg sur lequel on travaille actuellement. Est-ce que vous appelez centre-bourg? C'est ce qui est au bout de la route de la Ferme du Pavillon? Non, centre-bourg, c'est ici, c'est le centre historique, voilà, c'est le centre historique. On appelle le centre-bourg, c'est le centre historique. D'accord, c'est ce que je voulais, parce que je trouvais ça... Après, on Et verra... quand vous parlez d'une offre à veiller à pérenniser le commerce par une offre adaptée. On avait eu des conversations ensemble avant, Bien avant, oui. où vous nous disiez que vous n'aviez pas le choix des commerces qui s'installaient dans un local à louer ou à acheter. C'est très difficile d'empêcher une initiative privée. On négocie toujours, hein. Je l'ai fait, notamment pour les coiffeurs à l'époque. C'est très difficile. Après, la personne a une volonté de s'installer, elle le fait. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Je ne peux pas l'empêcher, non. Je ne peux pas l'empêcher. Mais l'activité peut se faire. Après, ma foi, l'entrepreneur, c'est à lui à calculer le risque. C'est ça. Voilà. Donc il peut y avoir un petit coiffeur sur Chanteloup, mais rien faire, quoi. Enfin, je donne l'exemple des coiffeurs parce qu'effectivement... Oui, parce que c'est celui qui a... Oui. Non, mais on a ce sujet, je suis en train justement de... Alors que diversifier activement les commerces, c'est bien. Bien sûr, je suis en train justement pas de me battre, mais d'essayer de faire comprendre à quelqu'un qui veut s'installer. Alors là, c'est rue de la Ferme du Pavillon qui va installer un primeur. J'ai dit c'est ridicule. J'ai dit c'est ridicule. Il y a le Carrefour Market à côté, nous avons la cueillette pas loin, et puis dans le centre-bourg, il y a le petit épicier. Je dis c'est ridicule. Donc voilà, donc il avait une touche avec une agence de voyage. Bon, je dis ça va mieux, mais apparemment, bon, la gérante de l'agence de voyage n'est pas d'accord, on discute le prix du loyer, tout cela. Donc vous avez qu'un pouvoir de négociation, d'explication, de... Voilà, d'expliquer ce que l'on veut, ce qu'on attend sur Chanteloup. Chanteloup. Si la personne veut quand même, vous n'avez pas le choix. C'est le cas de la deuxième boulangerie qui va s'ouvrir. La seule solution, c'est d'acheter. La mairie achète, la commune achète, et c'est le local qui est vide, là, par exemple. On l'a eu quand il y a eu la construction, et il y a eu une part qui était... Le commerce a été donné à la commune dans la construction. Mais là, on savait, si je prends le cas spécifique de la Ferme du Pavillon, on savait qu'on allait mettre du commerce en pied d'immeuble. De la même manière, quand à l'époque ont été faits les aménagements dans la ville de la Jonchère, c'était prévu qu'il y ait du commerce en pied d'immeuble, d'où le local que tu évoques, que la commune a acquis à l'époque.
Comment? Je dis c'est bien les commerces, mais c'est vrai que c'est après, il faut regarder. Oui. On en a le cas, voilà, on va éviter ce qui se passe, votre ancienne crêperie qui devient un pavillon, quoi. Et donc, on va, en pensant pérenniser, en étant dans le PADD qu'il faudra pérenniser donc, ces commerces en pied d'immeuble, il faudra qu'on le mette en écrit dans la zone qui entoure ce secteur. Oui. C'est ce qu'on travaille actuellement sur la zone UE. Alors, j'en étais où? Définir un développement commercial complémentaire de l'offre en place dans la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre. L'aménagement de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre a pour objectif principal la création de logements. Les commerces y sont, comme dans le centre, un complément normal et utile à la population. Cette mixité fonctionnelle est bien présente. Il s'agit maintenant de réfléchir au devenir des cellules commerciales existantes. Donc c'est un peu ce qu'on évoquait à l'instant. Œuvrer une complémentarité commerciale avec le centre-bourg dans le cadre de nouveaux aménagements commerciaux et consolider l'offre hostelière et de restaurants dans le cadre de l'aménagement des nouveaux quartiers. Alors c'est vrai aussi qu'il y a un autre document, un outil qui a été mis en place par Mané-Gondoire sur tout son territoire, c'est le SCOT. Et le SCOT aussi définit donc ces zones d'activité commerciales et différencie les grandes superficies de plus de 1000 m² et celles qui peuvent être en centre-ville qui ne doivent pas dépasser entre 300 et 400 m². Donc le SCOT le définit et à nous de le respecter dans les réalisations que l'on fait. Et c'est le cas de tout ce qu'on a développé rue de la Ferme du Pavillon. Les commerces, même le plus grand qui est le Carrefour Express fait à peine 300 m². Il faut aussi respecter les dispositions du SCOT en matière de zone commerciale. SCOT qui peut être aussi révisé après, mais ça on ne touchera pas à ces dimensions de commerce. Parce qu'il y a par exemple le Clos du Chêne, qui est à la fois sur la commune de Chanteloup et la commune de Montévrain, voudrait bien s'étendre. Sauf que les terrains où il pourrait s'étendre ne sont pas couverts par un ZAC, comme ce qu'on appelle un ZAC d'activité commerciale. Et donc ça nécessitera une révision du SCOT pour pouvoir le faire. C'est à l'étude pour le moment dans les Gondoires, c'est pas définitif, mais je pense qu'on va évoluer. Parce qu'il faut penser qu'il y a quand même 18 communes et bientôt 20 sur le territoire, et que dans certains secteurs, il y a des actes d'activité et des zones d'activité commerciale, donc il faut qu'il y ait un équilibre un peu partout réparti sur l'ensemble de ce territoire-là. Poursuivre le développement des activités économiques. L'aménagement de la ZAE d'Egacé, en zone d'activité économique d'Egacé, a permis à la commune d'accueillir de nombreuses entreprises locales qui génèrent de l'emploi sur la commune. De plus, l'aménagement de la ZAE du Clos du Chêne a permis d'aménager à Chanteloup-en-Brie une offre commerciale intéressante avec de grandes enseignes de distribution, des services et de la restauration. Elle a permis également, au nord de la RD 231, d'accueillir des activités industrielles et logistiques qui profitent d'une facilité d'accès aux axes de circulation francilienne. Ce sont aujourd'hui environ 17 hectares qui peuvent encore être mobilisés dans le cadre du présent PLU. Voilà, bon, ça définit les deux zones d'activité économique. Le Gacé, au départ on parlait de la zone artisanale, qui après s'est étendue, ça a redynamisé tout l'ensemble de cette zone. Elle peut encore être étendue par la suite, donc pour faire venir d'autres activités. Et il y a la ZAE du Clos du Chêne, où sont implantés d'une part le Clos du Chêne, Renault, Bellinane, et de l'autre côté l'RD 231, les deux entreprises, Arvato et Celia. On va travailler aussi, on travaille avec les établissements publics épargnants pour faire venir sur la zone d'activité du Clos du Chêne, du côté Renault, il y aura une concession Ford, mais pas de la même taille que Renault, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'elle est hors ZAC comme ZAPCOM, elle ne pourra pas mettre une surface de vente supérieure à 1000 m². Et un ensemble, comment on appelle ça, ça s'appelle InnovEspace, donc ce sont des cellules variables en taille qui peuvent accueillir des artisans, des petites activités, et qui font dans le développement durable, genre écoquartier, tout cela. Donc on travaille avec l'établissement public pour faire venir ça. On voudrait assez rapidement, bon c'est en bonne voie, mais rien n'est signé pour le moment.
vu de ces éléments, les objectifs poursuivis sont donc maintenir des activités commerciales de qualité dans la partie déjà occupée de la ZAE du Clos du Chêne. Alors c'est vrai qu'il y a un turnover quand même d'enseignes qui est assez important. Maintenir une activité économique pérenne dans la ZAE des Gacés, c'est un peu ce qui est fait. Justement, en faisant venir d'autres activités, on a redynamisé cette ZAE. Prendre en compte les déplacements dans le cadre du développement des secteurs à mobiliser. Définir un développement économique à moyen terme sur les terrains mobilisables de la ZAC. Donc oui, il reste une partie de la ZAC, notamment du Clos du Chêne et un petit peu sur le Gacé, mais il reste encore des réserves foncières pour faire venir d'autres activités. Poursuivre le développement économique et commercial dans la ZACCOM, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour parler sur lequel on réfléchit, du Clos du Chêne, mais de l'immobilier frais, sauf que pour le moment, c'est pas faisable puisque le SCOT limite la superficie des ZACCOM. Mettre en avant la vocation dominante de chaque zone d'activité. Voilà. Donc on est bien dans le cadre des objectifs que nous nous sommes fixés, que même d'ailleurs la communauté d'agglomération favorise, c'est-à-dire le développement de l'habitat, le développement de l'activité économique, et de l'emploi sur place, et on va passer au troisième volet, le cadre de vie des habitants, la valorisation du cadre de vie des habitants. Page 10, vous avez donc un schéma illustratif qui explique, qui illustre parfaitement ce qui est décrit dans ce deuxième chapitre du PADD. Là, on voit bien les zones d'activité, la zone artisanale initiale du Gacé, l'extension, la ZAE du Clos du Chêne, et cet axe route de la ferme du Pavillon qui rejoint le centre-bourg, où se sont développés des commerces en pied d'immeuble aussi. Alors, le troisième point, poursuivre la valorisation du cadre de vie des habitants, consolider la centralité de Chanteloup-en-Brie. Le diagnostic fait ressortir une réelle centralité à Chanteloup-en-Brie, avec une belle densité de commerce, équipements publics, services et habitats. Il s'agit de consolider cette centralité, et notamment continuer de mettre en valeur les déplacements doux entre les différents équipements centraux et les zones d'habitat, préserver la fonction commerciale des rez-de-chaussée d'activité, permettre une amélioration de l'offre d'équipements publics, notamment scolaires, favoriser l'implantation de services en centre-ville, comme une agence postale. Je répondrai à votre question tout à l'heure. Favoriser et valoriser les équipements publics de proximité. La commune détient une offre d'équipements publics solide. Il est important de maintenir cette offre et de l'adapter en fonction de la croissance démographique envisagée, des projets intercommunaux et des attentes des habitants. Ainsi, il s'agit de faciliter l'extension de l'adaptation sur site des équipements publics, réfléchir à l'implantation d'équipements complémentaires dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre. Voilà, on pense au dojo intercommunal. Faciliter les déplacements doux sécurisés entre les zones d'habitat et les équipements publics. Favoriser la mise en place des réseaux de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Donc ça, c'est dans le plan fait par, comment on appelle ça, c'est des normes numériques. Voilà. Adapter la capacité des réseaux d'eau potable et l'assainissement collectif. Alors ça, bon, c'est plutôt du domaine de compétence de la communauté d'agglomération, mais bon, il est évident que chaque fois que des nouvelles activités, il faut le mettre aussi, de nouvelles activités ou des constructions nouvelles apparaissent, les réseaux sont adaptés. J'ai une question. Oui. Au niveau de l'offre d'équipements publics, notamment scolaires, à partir de combien d'habitants il faut un collège Alors ça c'est le département, c'est de la compétence du département, et ils font des études chaque année et ils renouvellent leurs études en fonction de voir l'évolution des populations, le nombre d'enfants. On est sollicité individuellement des communes pour donner combien d'enfants passeront au collège à la rentrée suivante, et eux établissent une carte scolaire qui définit les équipements, les équipements nouveaux ou les agrandissements de certains ou la rénovation d'autres. Donc normalement, il y en a un qui est prévu sur la commune de Montévrain et qui devrait être ouvert
en 2019. C'est un lycée. Non, Un collège. collège dans un premier temps. Il y a un lycée. Il y a une demande aussi pour un lycée, et là le lycée, pareil, de la même manière que le département gère les collèges, c'est la région qui gère les lycées. On sait très bien qu'avec l'expansion que connaît Bussy-Saint-Georges, le lycée Martin Luther King va très vite atteindre ses limites s'il ne les atteint pas déjà, et qu'il faudra envisager. Alors là, il n'y a pas d'échéance précise, mais bon, Montévrain s'est porté candidat pour avoir le lycée, en même temps que le collège. Bon, dans un pôle autour collège, lycée et de leur gymnase, bon, c'est intéressant. Et on peut imaginer, sans trop se tromper, que la carte scolaire enverra nos enfants vers ces équipements de Montévrain. Voilà. Mais ça dépend de la politique départementale pour les collèges et régionale pour les lycées. Les communes ne sont tenues que de l'enseignement élémentaire. Optimiser les déplacements intra- et extra-communaux. De nombreux modes de déplacement sont présents à Chanteloup-en-Brie avec des aménagements permettant un déplacement véhiculé, piéton comme collectif. J'ai mal fait cette phrase, je trouve. La commune souhaite naturellement prolonger sa réflexion sur l'ensemble de ces modes de déplacement afin de garantir la multimodalité du territoire et son insertion dans le maillage intercommunal. Maintenir une facilité de déplacement doux sur les axes existants et cheminements dédiés, mais aussi intégrer pleinement ces déplacements au secteur de développement de l'habitat. Faciliter les déplacements vélo en direction des pôles gares de la communauté d'agglomération. Les déplacements à vélo sont également intégrés, intéressants notamment dans le cadre des déplacements domicile-travail. La mise en œuvre d'itinéraires de détente dans la vallée de la Gondoire par la communauté d'agglomération sera suivie par la commune. Concernant les déplacements collectifs, l'offre urbaine de qualité devra être maintenue. Elle devra être complétée dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre. Faciliter l'accès des usagers aux points d'arrêt de bus, notamment en créant des perméabilités dans les zones d'habitation et de commerce, en veillant à mettre en place des trottoirs larges et confortables et des arrêts de bus accessibles au PMR. Tous les arrêts de bus de la commune sont accessibles au PMR. Tant ceux qui sont dans la zone d'activité, qui sont de la compétence de l'Armée-Gondoire, que ceux qui sont de la compétence communale. La mise en place de stations d'écomobilité dans le cadre intercommunal sera intégrée aux réflexions de développement de la commune. Il y en a une qui est en place, il y en a une deuxième qui sera à venir sur la zone d'activité du Clos du Chêne. Positionner les stations d'écomobilité stratégiquement par rapport à leur potentielle utilisation. À l'instar des premières tranches de la ZAC du Chêne-Saint-Fiacre, un maillage hiérarchisé de voies sera créé dans le cadre de l'aménagement futur de la ZAC. C'est-à-dire qu'on ne fera que continuer ce que l'on a fait jusque-là. Il y a la colonne vertébrale, c'est l'avenue du Chêne-Saint-Fiacre, et les petites rues qui desservent les différents quartiers pavillonnaires, les différentes opérations. Derrière la rue de Champ-Roubaille, la rue du Prémalard, toutes ces rues-là. Qui d'ailleurs sont la continuité de rues anciennes de Chanteloup. Finaliser le maillage des voiries dans le cadre de l'aménagement du reste de la ZAC en évitant au maximum les impasses. Concernant le stationnement, toute opération d'aménagement sera accompagnée d'une stationnement adaptée. Ce sont des choses que nous définissons en général dans le PLU. Donc, vous avez pareil, page 13, un schéma qui illustre ce chapitre. Donc, on voit que tout tourne autour du bourg historique, qui est en jaune, consolider la centralité de Chanteloup-en-Brie, faciliter l'extension et l'adaptation des équipements publics, intégrer les questions liées aux équipements et déplacements doux et électriques à l'aménagement de la ZAC, et faciliter les déplacements doux entre zones d'habitat, équipements publics et économiques. Enfin, le dernier point que nous avons inscrit dans ce PADD, préserver la ruralité du territoire, protéger les espaces naturels constitutifs de la trame verte et bleue. Le territoire communal s'est rapidement urbanisé. Les espaces naturels subsistent sur les pourtours de la commune, avec des espaces boisés et la vallée de la Vendôme. La commune souhaite donc que ces éléments soient protégés, en complément de la protection au titre du PPE. Au titre de la trame verte, les éléments principaux à protéger dans le cadre du PLU sont le bois de Chigny, espace boisé d'importance au nord de la commune. Cette protection passera par un maintien effectif des boisements ainsi que l'interdiction de construire de nouvelles habitations. C'est-à-dire qu'on ne fera que poursuivre ce qui existe déjà avec la zone 1.
Le bois de Fontenelle ainsi que l'alignement de platanes de la longue de l'allée de Fontenelle. Alors ça, c'est une voie privée quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, c'est très bien que tant l'EHPAD que le nouveau propriétaire du château tiennent à cette allée qui est quand même qui a été immortalisée plusieurs fois par photo par Cartier-Bresson. Les petits bosquets et bois présents dans la vallée de la Gondoire, il y en a même du côté du RD 231, on voit un petit bosquet face au bois de Chigny. La répulsive de la Gondoire, la répulsive, alors c'est les rives arborées. Peu présente sur le territoire communal, c'est vrai, c'est un peu plus loin que la Gondoire est bordée d'arbres. Et dans une moindre mesure, les espaces agricoles au sud-ouest et au nord du territoire. Conserver une coupure verte dans l'urbanisation des dernières tranches de la ZAC. Au titre de la trame bleue, la Gondoire et ses abords proches seront protégés de toute construction, mais ça c'est couvert par le PPNP et par le PPNP, voilà, voulu par la communauté d'agglomération, et nous avons voté unanimement les 18 communes. Donc en fait, c'est ce chapitre vient réaffirmer ce qui a été fait jusque-là, hein. L'inconstructibilité dans le bois de Chigny, la protection du parc de Fontenelle, de la vallée de la Gondoire et des plaines agricoles existantes. Hein, voilà. Et le PPNP, bien entendu, vient là-dessus confirmer cette volonté de garder à Chanteloup de bonnes surfaces de poumons verts, puisque, en fin de compte, 50% du territoire restera en espace naturel ou agricole. Préserver et valoriser l'identité paysagère de la commune. La commune s'est développée de manière rapide depuis quelques décennies, mais a su maintenir les éléments forts de son identité paysagère. La commune souhaite poursuivre la préservation et la valorisation de son identité paysagère, la protection du bois de Chigny et de ses lisières, la valorisation du parc de Fontenelle, la valorisation et la protection des franges du plateau urbanisé, en limitant la publicité invasive le long des axes grâce à la mise en œuvre d'un règlement local de publicité, qu'il faudra que nous travaillions et sur lequel nous travaillons pour pouvoir l'intégrer en annexe au PLU. C'est prévu, il faut le faire concomitamment. La commission ou le comité communication s'en occupe. La valorisation paysagère et urbaine des entrées de ville. Excusez-moi, il s'en occupe ou il va s'en occuper? Il a commencé, c'est vrai qu'il y a des premières réunions, mais on va, oui, c'est plus exact de dire, il va s'en occuper. On a aimé c'est vrai, le principe, mais ça n'a pas dépassé le stade du principe. En préservant l'identité rurale de l'entrée de ville sud de la commune par la RD5, en continuant d'aménager de manière qualitative la ZAC, notamment autour de la RD 231, en veillant à l'implantation de bâtiments et d'aménagements qualitatifs en entrée de ville. On pense surtout à l'entrée est, qui est à aménager, et sur lequel nous travaillons entre l'hôtel, le futur hôtel et les futurs logements. Et la protection de la trame bleue communale et la valorisation des vues, notamment sur la vallée de la Gondoire. Vues qui ne bougeront pas, comme je disais tout à l'heure, parce que protégées toujours par le PPNP. Donc le dernier schéma illustratif est page 17, donc il délimite bien les zones urbaines, les zones d'activité et les zones agricoles en jaune et les zones paysagées et boisées, naturelles, en vert, bois de Chigny et vallée de Fontenelle. Voilà le projet d'aménagement et de développement durable qui, si vous voulez, servira d'introduction et de document de travail pour le PLU que nous sommes en train de réviser. Maintenant, si vous avez des choses à dire, ou à rajouter tout ce qu'on va dire là, je vous écoute. J'ai une question. Oui. En fait, dans le préambule, dans l'article du Code de l'urbanisme, il est écrit que ce PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de consommation d'espace et la lutte contre l'étalement urbain. Et je me demandais pourquoi il n'y avait aucun chiffre dans ce PADD. Je veux dire par là, c'est quand même intéressant pour l'habitant lambda que nous sommes,
tout ce que tu as dit, comme on se donne comme objectif de garder 50% des espaces verts, et on l'atteint, donc est-ce que c'est intéressant de le mettre dedans? Pareil pour les logements sociaux, ça fait partie aussi du développement durable, de cette mixité sociale. S'il y a une réglementation avec un chiffre de temps de logements sociaux et qu'on l'atteint, pourquoi est-ce qu'on se donne pas cet objectif et qu'on le respecte également? Pareil, si c'est un autre objectif pour la commune d'avoir des endroits pour les recharges de voitures électriques, parce que toutes les communes ne le font pas. Nous, on a eu, pourquoi est-ce qu'on le fait pas également? Toutes les communes en ont, puisque c'est Marne-et-Gondoire qui a mis en place ces plateformes d'écomobilité, et chaque commune en a au moins une. Donc c'était une volonté. Avec les PAMARD, ils ont travaillé ensemble pour trouver les endroits stratégiques pour les mettre. Dans les toutes petites communes, c'est souvent à côté de la mairie. Et pour d'autres communes comme Chanteloup, à la mairie, il n'y avait pas tellement de place. On a pensé qu'à la limite de la zone d'activité et au pied de l'hôtel, c'était un endroit visible et idéal pour l'installer. Pour les logements sociaux, tout le monde connaît la loi SRU. La loi SRU fixe à 25% la quantité de logements sociaux et on est tenu de la respecter. Bon, voilà. Si je pose cette question, c'est si ça peut être lu par un futur habitant qui est intéressé à connaître le PLU, d'avoir ces objectifs, c'est un peu plus concret. Ça lui permet de mieux comprendre ce que l'on met derrière les termes qualitatifs. Voilà, c'est juste une question. Je prends note de la remarque. Mais de toute façon, il faut se dire que quand on va travailler zone par zone, ce sont des objectifs qui seront détaillés de manière plus précise. Notre PLU est relativement ancien, il est de 2004, beaucoup de choses ont changé depuis, notamment ces fameuses lois SRU et tout cela. Donc il faut le dépoussiérer, le remettre à niveau, être en conformité avec le SCOT, schéma de cohérence territoriale, et le PPNP pour justement préserver tout ce que l'on a voulu mettre dans ce PADD. Mais je poserai la question à Benjamin Luneau, qui est le responsable du bureau d'études CDHU qui travaille là-dessus, si on peut rajouter ces éléments dans le préambule. Enfin, le préambule, non, il parle plutôt... le préambule, il fait référence au texte réglementaire, parce qu'il parle d'ordonnances. Mais ces ordonnances découlent en général des lois, notamment la loi SRU. C'est pour cela que je pense que c'est quelque chose qui sera valable à l'instant T, mais pas sur la durée. Si la loi venait à changer, tu vois, les objectifs peuvent changer. C'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas le mettre. Par exemple, la loi SRU, la loi SRU a supprimé... Le PADD fixe des objectifs chiffrés. C'est pour ça que je dis pourquoi est-ce que dans notre PADD, il n'y a aucun objectif chiffré. L'avant-dernière parade. On en a un chiffre quand on dit 50% du territoire. On peut le mettre dedans, on peut le mettre. Moi je trouve que c'est effectivement pertinent parce que ça donne de la valeur aux objectifs qu'on a mis, comme limitation du nombre d'habitants. On est à 26%, je crois, au niveau de la loi SRU, c'est 25%. Aujourd'hui, on est à 26%. 26, oui. Donc, on a de la marge. Donc, pas beaucoup. Pas beaucoup. Aujourd'hui, oui. Parce que, par exemple, on a une petite marge. Les logements sociaux, les 10 logements sociaux qui sont rue des Loups, vont passer en accession à la propriété, puisque on doit compenser un logement social. Donc, il faut que ces 10 logements qui vont disparaître, qu'ils réapparaissent ailleurs. Alors ça, c'est une complexité qu'il faut aussi expliquer. Dès qu'il y a des logements qui se construisent, eh ben, il faut compenser avec du logement social. On a été longtemps en retard des objectifs qui étaient d'abord 20%, qui ont été montés après par la loi, comment ça s'appelait, la ministre d'écologie, la loi du flot, elle était portée à 25%. On a été longtemps en dessous de ces chiffres-là, et au fur et à mesure que des opérations se sont faites, notamment sur la zone Saint-Fiacre, on a veillé à rattraper d'une part le retard et après garder l'équilibre au niveau des dispositions de la loi
pour ne pas être pénalisé. Parce que si on a été pénalisé à une époque quand on n'était pas à 20%, depuis que c'est à 25%, on a rattrapé le retard, on n'est toujours pas pénalisé. Moi, j'ai une petite remarque par rapport au travail qui est fait par le groupe sur le PLU. Dans mon travail, quand même, il faut le souligner, c'est l'accessibilité des PMR à les handicapés, avec, je suis désolé, c'est notre cheval de Natal, mais voilà, sur notamment l'accès aux services publics. Alors effectivement, les bus, tout le monde peut y accéder, c'est très bien, hein, ça c'est les plateformes d'accessibilité dans les bus. Après, il est défendu dans ce projet d'accessibilité aux services publics. Nous avons quand même, voilà, c'est vrai qu'on réfléchisse, qu'on soit tous conscients qu'on ait quand même la loi du 11 février 2005 qui imposait à toutes les collectivités de faciliter l'accessibilité à toute personne PMR de bénéficier du service public n'est pas appliqué par près de 80% des communes en France. On fait partie malheureusement. On sait pourquoi. On sait pourquoi, mais en 2005 ça avait un coût, on a retardé, et forcément en 2015 ça coûte encore plus cher. Le problème c'est que les PMR, enfin les personnes à mobilité réduite, sont des électeurs, sont des habitants, sont des citoyens comme tout le monde, et il y a la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui permet à chacun de pouvoir accéder à tout service. Ça fait partie aussi de notre Constitution. Donc moi je suis quand même un peu gêné, malgré tout le bon travail, parce que cette petite défense d'accessibilité, notamment de notre mairie, est un peu complexe. Alors c'est pas notre faute, on n'est pas spécialement responsable, je n'accable pas la mairie, je dis juste un moment qu'on pense aussi que l'État, les PAMA et autres doivent aussi peut-être aider les petites collectivités, qui n'ont pas les moyens de pouvoir permettre à chacun d'accéder à un service public, de pouvoir se rendre en mairie, de faire ses démarches administratives de manière autonome et ne pas en faire des assistés, parce que les handicapés n'aiment pas être considérés comme des assistés. Et je trouve ça un peu dommage que dans un projet d'embellissement du territoire, dans un plan local d'urbanisme, c'est des choses qui sont quand même bien, c'est très positif, hein, la valorisation de tous ces aspects-là, je trouve ça très très positif. Ben, ce petit point me dérange, et dérangeant aussi pour nous, puisque voilà, on a aussi vocation à permettre à chaque citoyen. Non, je crois que tu veux dire vocation à devenir handicapé. Non, pas vocation à devenir handicapé, à permettre à chaque citoyen d'être intégré dans sa collectivité, dans sa vie. Je te rejoins dans le sens où dans la notion de développement durable, il y a aussi plus d'accès pour les personnes travaillées, enfin pour les personnes handicapées. Et parce que les personnes âgées, on en aura plus en plus. Et effectivement, ce sujet fait partie du développement durable. Donc si on a mis en place des actions pour, ça vaut le coup également de le rajouter, comme par exemple pour le bus ou l'accès à la salle des fêtes, se dire aussi qu'on sait, là on a des progrès à faire, même si on n'est pas en capacité financièrement de le faire, ne serait-ce que de le mettre, de le tracer, mais ça montre qu'on a étudié, qu'on connaît notre environnement. De toute façon, tout le monde est d'accord avec toi là-dessus, autour de cette table. On l'a fait au fur et à mesure, à part la mairie, où tu as entièrement raison, la mairie c'est le seul bâtiment qui n'est pas adapté. Chaque fois qu'on a fait des modifications, on l'a fait à la salle des fêtes, on l'a fait dans les écoles, au Loupio et au Cantou quand on a construit l'école neuve. Quand on a fait l'extension du centre de loisirs, c'est pareil. Bon voilà, on a la mairie, c'est vrai. Pour être complet dans ce que tu dis, il faut dire aussi que ce n'est pas qu'une obligation pour les services publics, c'est une obligation pour aussi les activités privées, et notamment les commerces. Non, mais sauf que les entreprises privées... Ils ont les mêmes, oui, les mêmes obligations que nous. Sauf que certains le font, certains ne le font pas. Plus facilement, on tape un peu moins les collectivités, et beaucoup de collectivités territoriales, notamment le département, mettent de côté ce genre de choses parce que ça a un coût et que finalement c'est pas grand chose, c'est que 4% de la population. On sait qu'il faut qu'on travaille sur la mairie, ça c'est évident, et on espère pouvoir y arriver avant la fin de ce mandat. C'est important, on va dans des villes, en Suède, en Suède où voilà, il y a quand même des efforts qui ont été faits depuis des années, où la moindre petite espace public ou entreprise, c'est accessible à n'importe quel handicapé, même aussi en France, dans les transports à Paris, il faut aller à telle station pour pouvoir descendre, pour voir, alors que voilà.
c'est un peu dommage. On est quand même un peu le pays des droits de l'homme, faut arrêter quoi. Voilà. Pour revenir au PADD, ça pourrait faire partie, juste un petit paragraphe, dans définir une politique de l'habitat moderne. On parle d'un habitat innovant, d'un habitat écologique, d'un habitat social. Parce qu'en plus, tu as raison, parce que tous les nouveaux bâtiments maintenant, on fait une accessibilité PMR. C'est-à-dire que toutes les portes des sanitaires, des entrées de maison sont à taille de fauteuil handicapé. Enfin, voilà, donc c'est quand même ce qui est très bien. Et voilà, c'est... Et j'irai même plus loin, dans les logements sociaux, quand tu mets une personne handicapée dans un logement social, qu'elle quitte les lieux, il faut toujours réserver ce logement aux personnes handicapées. Tu ne peux pas mettre les commissions, dans les commissions, on ne placera pas quelqu'un qui n'a pas un handicap. Un handicap, oui, bien sûr. Non, mais je le confirme, puisqu'on a le cas sur Champelou, on a un logement qui vient de se libérer, et en commission, on va repasser avec des dossiers de personnes à mobilité réduite. Je me suis dit, je ne dis pas que la commune ne fait rien pour les handicapés, je n'ai pas dit ça. Non, mais on a bien entendu, mais tu as raison de le faire remarquer, on le sait très bien. On l'a fait au fur et à mesure des travaux qu'on a fait sur des bâtiments publics, en fonction des moyens. On a un peu peut-être laissé de côté la mairie, parce qu'à une époque, on avait une idée de la refaire en entier, tout cela. C'est ce que j'allais dire. On a reporté le projet à une date qui n'est pas fixée, hein, pour des raisons financières, mais ça ne nous dispensera pas d'entamer la réflexion pour justement faciliter l'accessibilité au PMR. Enfin, aux handicapés en général, parce que ils appellent ça le groupe 8 maintenant, tous les handicaps sont à prendre en compte. Avant on pensait qu'au PMR, maintenant il y a les malentendants, il y a les malvoyants. Mais un aveugle est un PMR. Oui, mais c'est ça. En mettant des trucs au départ, dans les premiers textes, ça prenait, c'était que ça. Oui. D'autres remarques? Alors, normalement, c'est juste un débat qui est organisé, il n'y a pas de vote pour je dirais, sanctionner le PADD. Moi, je pense qu'on peut faire un vote symbolique. C'est pour ça que je propose en point numéro 2 qu'on valide les orientations du PADD pour dire qu'on y a réfléchi, on a établi un document sur lequel on va s'appuyer pour continuer à réviser le PLU. Donc je pense que pour compléter ce débat, ce serait peut-être bien qu'on l'approuve. Donc je vous propose que nous passions au vote et je m'engage à faire demander à M. Luneau, notre bureau technique, de mettre notamment le chiffre des 50% pour le territoire. Voilà. Il y avait d'ailleurs des réflexions de Marne-et-Gondoise qui ont été prises dans l'année. Elles ont été prises. C'était des élections marginales sur changer un terme par un autre et tout cela. On les a regardées. Je regrette qu'ils se sont réveillés un petit peu tard. Ils se sont réveillés un petit peu tard. Mais ils nous les ont envoyées, on les a transmises à M. Luneau qui a dit OK, et il les a intégrées. C'est la rédaction. C'était des termes qui n'étaient pas appropriés. Tout ça. L'horizon de cette réalisation, c'est à long terme. C'est pas. Je me suis fait comprendre par ma question. 2020. Non, c'est long terme, tu as raison. C'est long terme. Voilà. Nos projets immédiats qui vont se lancer sur les 2 ans, 2-3 ans à venir, jusqu'à la fin du mandat, c'est pour arriver, l'objectif c'est 4100 habitants. Voilà. Mais il y a de la réserve foncière qui reste, pour après justement, comme il est dit dans le PADD, quand la population stagnera ou diminuera, si on veut maintenir, continuer à remplir nos services publics et continuer à garder un niveau intéressant d'activité, il y aura des possibilités, il restera quelques hectares dans la zone d'activité de Chêne-Saint-Fiacre à pouvoir urbaniser encore. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas d'échéance là-dessus. Le but, il est
de finir ce qu'on a commencé. Et voilà, le PADD, oui, ouvre des perspectives un peu plus longues. D'ailleurs, ce document se veut plutôt une image actualisée de la réalité de la commune. Ce qui veut dire que tout au long des années précédentes, depuis la création de la ville nouvelle et depuis l'intégration de Chanteloup au secteur 3 de la ville nouvelle, cela a été pensé. Une urbanisation maîtrisée, le développement économique et commercial important. Je pense que si on n'avait pas atteint ces niveaux de population maintenant, on n'aurait peut-être pas eu un pôle médical. Et on va voir l'importance après, dans un point plus loin, la compétence médicale que prend la communauté d'agglomération. On n'aurait peut-être pas pu avoir une agence bancaire. Rappelez-vous le nombre d'années que les Chanteloupiens demandaient à un distributeur de billets, mais aucune banque ne voulait venir. On leur a nous demandait des conditions compliquées, c'est-à-dire que c'est nous qui le gérions. Ce n'est pas notre métier. C'est pour cela que tout est relatif et tout est lié. Le développement, c'est la base de tout. Le PADD, bon, fixe les règles, c'est vrai, mais bon, il donne une image quand même de l'existant, je pense, une image fidèle de l'existant. Il intègre bien sûr les technologies nouvelles, telles que je parlais tout à l'heure, pour faire les... Il faut savoir que la ZHN Saint-Fiac, sur les 600 et quelques logements qu'il y a plus de 70% qui sont en BBC. Et avec des opérations remarquables au point de vue, je dirais, énergétique, comme les passive house, les lodges, comme les opérations qui vont sortir en BIM bois bécos, c'est les B-cubes, ce qu'on appelle. BIM, c'est business industriel, je ne sais plus, modeling, je crois. Donc c'est tout ce qui est fait on visualise en 3 dimensions les opérations. Les bosses, bâtiments à énergie positive, et bois, les ossatures bois, de plus en plus de bois. Et dans les dernières tranches, on va tendre vers du zéro carbone sur une période de 30 ans. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord, je propose que nous validions par un vote symbolique ce PADD. Donc qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour la validation du PADD? Eh bien, je vous remercie tous pour l'unanimité. Point suivant, ça sera le numéro 3, donc c'est les ressources humaines. Alors c'est un petit peu... ça peut paraître un peu compliqué, mais puisqu'on va annuler une délibération que nous avions prise au mois de septembre, où nous avions créé 4 postes d'emploi d'avenir. Le problème se trouve, c'est qu'on a du problème pour recruter des emplois d'avenir, mais surtout du personnel, je dirais, de qualité quand même. Même si le but des emplois d'avenir, c'est de former, par la formation, d'amener des gens au monde du travail, il y a quand même un minimum quand on recrute, d'attendre des personnes qui veulent procéder à par ce biais rentrer dans le monde du travail. Donc devant, et puis la nécessité, notamment au service animation, d'encadrement des enfants. Donc les dispositifs d'emploi d'avenir étaient... On prenait avec du BAFA quand même, on ne prenait pas non plus des gens sans rien, à part un peut-être je crois. Mais les entretiens ont été décevants, donc on a arrêté. Et puis en plus, le dispositif a été mis en sommeil au 31 décembre de cette année. Est-ce qu'il sera relancé ou pas? On parle qu'il soit relancé, on ne sait pas. Ça y est, c'est fait. Voilà, il a été mis en sommeil. Alors donc, mais il nous faut quand même recruter des personnels. Voilà. J'ai écouté ce que disait Pierre. Voilà. Donc, bon, le projet de délibération, vous expliquez, malgré de nombreux entretiens à ce jour, nous n'avons réussi à recruter qu'un seul agent. Les conditions d'accès à un contrat d'emploi d'avenir étant très restrictives et les candidats peu nombreux, il est envisagé de recourir à d'autres emplois aidés. C'est pourquoi il est envisagé de modifier la délibération
numéro 2016-55 du 23 septembre, en portant la création de postes d'emploi d'avenir à 2 au lieu de 4. Voilà. Donc en fait, on remplace la DELI que nous avions pris qui créait 4 emplois d'avenir par une qui a créé que 2. Et vous verrez que dans le point suivant, on va s'appuyer sur un autre dispositif pour recruter du personnel, et qui est un dispositif qui est un peu plus, je dirais, solide et un peu plus qualitatif, de qualité. L'agent qui a été recruté fait partie des 2, parce qu'en fait, du coup, ça fait 5 postes. Hein. Non, L'agent qui était recruté, c'est Parce que ça fait 4. il y avait au départ 4 postes. Oui, Sur les 4, vous avez réussi à en recruter 1. oui. Et là, vous créez 2 et 2. Non, Non, pas. on Reste 2. on supprime 2 postes. C'est-à-dire qu'il y aura, au lieu d'avoir 4 postes, Oui. au lieu d'avoir créé 4 postes, Vous savez qu'il en reste 3. il en reste que 2. Il en reste que 2. Et sur les Il en reste que 2, et dans 2, on en a recruté un. Sur les 2 qui restent, on a Oui. recruté Ah, ce que vous voulez dire qu'il reste 3 recrutements à faire, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Il reste 3 recrutements, tout à fait. D'accord. Un dans D'accord. le Un contrat emploi d'avenir d'avenir et et 2 deux dans les dans- CAE. 3 plus 1, Ok. ça fait 4. 3 plus 1. Parce qu'en fin de compte, là, celui qu'on a, c'est un contrat d'avenir. Donc il rentre dans cette délibération qu'on vote, contrat d'avenir, les 2 D'accord. postes. Et là, Et bon, voilà. les entretiens se sont poursuivis, hein, Thomas pourrait le confirmer, puisque c'est lui qui les mène. On commence à trouver du personnel, je dirais, qui connaît un peu le métier, et surtout qui a la volonté de s'investir. Alors, pour répondre à ça, Marcel, c'est vrai que les contrats d'avenir, c'est. Alors, effectivement, ils avaient éventuellement de la femme, mais c'était pas beaucoup d'expérience. La difficulté, c'est que, voilà, on a quand même, c'est un secteur où il y a plein de responsabilités, et que c'est un peu contraignant aussi d'avoir beaucoup de contrats d'avenir sans ces expériences, même si on est là pour les aider. Alors que les CAE, c'est quand même des gens, voilà, qui ont des qualifications un peu plus poussées et qui rentrent dans le métier d'une manière plus facilement pour pouvoir travailler auprès d'un public qui est quand même Oui, qui a besoin d'attention. voilà, qui a besoin d'attention. Je cherche Non, mais bon, les emplois d'avenir, ça marche aussi. Hein, ça a bien marché, hein, ce qu'on a eu, ça a bien marché. Ça marche. Les 3 premiers que nous avions recrutés en 2013 sont maintenant titulaires. Hein, un au service technique et 2 un à la cantine et l'autre à l'animation. On a un autre emploi d'avenir qui est aussi au technique, qui est autotechnique et qui donne entièrement satisfaction, il est dans sa 2e année, et un à la restauration aussi, voici c'est sa 3e année. Donc ce sont des agents qui, eux, ont bien mis pendant toutes ces années à profit les formations qu'ils ont pu faire pour acquérir des connaissances pour pouvoir travailler. Mais ça veut dire que si on n'en supprime que 2 postes, c'est-à-dire qu'on a l'espoir d'en trouver un autre contrat d'avenir. C'est pas ça? Oui. Bah oui. Je vous donne la parole si vous voulez faire un petit point sur... Juste la petite précision, c'est que l'emploi d'avenir demande aussi beaucoup d'investissement du personnel titulaire pour l'encadrement, pour avoir un rôle de tuteur et les accompagner au quotidien et également dans leur formation professionnelle. Donc on s'est dit que finalement, peut-être que d'en avoir un sur l'élémentaire et un sur la maternelle, ça permettait qu'ils soient parfaitement encadrés et qu'on ait un personnel qui sera formé au fur et à mesure. Le CAE étant normalement un peu plus aguerri au monde du travail, parce qu'il a déjà d'autres expériences, les critères sont moins restrictifs que l'emploi d'avenir. La réflexion elle a été plutôt celle-ci. Pouvoir permettre un encadrement plus confortable de l'emploi d'avenir pour lui donner plus de chances de parvenir à un emploi pérenne. Alors que si on avait gardé peut-être l'idée des 4 contrats, on aurait peut-être enchaîné des personnes qui ne seraient pas restées parce qu'elles viennent découvrir un métier qui ne leur plaira pas forcément et on leur aura pas forcément donné l'encadrement nécessaire pour qu'ils puissent s'épanouir dans le poste. On a aussi le cas d'emplois d'avenir qui ont demandé à mettre fin à leur contrat parce qu'ils avaient d'autres aspirations, notamment vers les aides puéricultrices, et puis le deuxième, c'était un changement complet. Voilà. Donc ils ont se sont mis le pied à l'étrier à travers ces contrats d'avenir pour voir ce que c'était le monde du travail, pour bénéficier des formations. Ils ont choisi d'autres voies et c'est très bien. Voilà. Donc le but de cette délibération, c'est déjà de supprimer 2 postes du dispositif d'emploi d'avenir, on n'en gardait que 2, donc dont un à recruter.
Alors il faut revoir si on travaille en même temps sur les deux délibérations à la création des postes de contrat d'accompagnement. Il y a quelques différences un petit peu entre les deux. Le contrat maximum pour les CAE, c'est 24 mois, et alors que pour 36 mois pour les emplois d'avenir. Et la participation de l'État, elle est moins, Pas la même. elle n'est pas la même, elle est moins intéressante, je dirais, au niveau du CAE que du point de vue de l'emploi d'avenir. Il y a moins de formation, c'est ça. Les critères de recrutement aussi sont un peu plus larges, puisqu'on peut prendre des jeunes diplômés, hein, avec un bac au moins, ou d'autres. Bon. Donc on recrute des personnes qui ont, je dirais, déjà un potentiel plus fort que les jeunes qui venaient aux emplois d'avenir. On a vu certains, ils ne comprenaient pas le dispositif. Ils ne comprenaient pas les dispositifs, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Bon, il y a peut-être aussi la mission locale qui leur explique mal la tâche, je ne sais pas, mais il faut un minimum de motivation quand on veut travailler, je pense. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui a tellement été intéressant que beaucoup de communes se sont jetées dessus et que ça devient une denrée rare. Sauf que nous, notre politique a été d'essayer de pérenniser les emplois, ou au moins de leur mettre le pied à l'étrier pour garder en guerre, que d'autres communes s'en servent et au bout de 3 ans, ils les jettent. C'est dommage. Voilà. Donc, on est obligé d'annuler la délibération du 23 septembre dernier, qui avait créé 4 postes d'emploi d'avenir, et en recréer 2. Vous avez besoin d'autres explications ou on peut passer au vote? Alors, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? De la même manière, donc, 2 créations de postes d'accompagnement dans l'emploi, c'est-à-dire les CAE. Donc, qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Très bien. Là, on en est où dans les recrutements? On en a 2, c'est ça? On a un emploi d'avenir et potentiellement on a quelqu'un qui intervient déjà pour des remplacements qui entrerait dans le dispositif CAE, mais on attend que les postes soient officiellement créés pour pouvoir proposer. Ça peut se faire dès lundi. Et la libération soit exécutée. Actualisation du tableau des effectifs suite à la mise en œuvre des parcours professionnels, carrière et rémunération. On ne devait pas distribuer un autre... Je vais laisser la parole à Thomas qui va vous expliquer le pourquoi de ce changement. En fait, c'est des carrières qui sont un peu modifiées, avec des grades qui changent et qui sont regroupés. En gros, c'est ça. Oui, on avait un texte de loi qui nous demandait de réorganiser les carrières de la fonction publique en plusieurs temps. On a eu un premier temps sur les catégories B l'année dernière et c'est au tour des agents de catégorie C. Sachant qu'il y a plusieurs axes dans la proposition, dans le texte de loi, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y avait une partie rémunération. On enlève des points d'indice aux agents pour leur... on enlève du régime indemnitaire aux agents pour rajouter des points d'indice pour qu'il y ait une compensation et qu'on soit sur un niveau 0 en delta, donc la même rémunération, et que par contre ça leur fasse un gain potentiel sur la retraite, puisque le point d'indice étant plus fort, ça leur permettait d'avoir une retraite plus conséquente. Et la deuxième phase du texte de loi, donc PPCR, qui signifie parcours professionnel, carrière et rémunération, c'est de modifier les cadres d'emploi de catégorie C, donc pour la filière animation en ce qui nous concerne, pour la filière technique, pour la filière administrative, et d'avoir, j'ai oublié d'ailleurs la filière sociale, parce que nous avons quand même des ACEM, et la filière culturelle pour les agents du patrimoine. On avait auparavant dans le cadre d'emploi de catégorie C 4 grades à l'intérieur d'un même cadre d'emploi. Dorénavant, nous n'aurons plus que 3 grades par cadre d'emploi. Donc le projet de délibération que vous venez d'avoir, il est modifié par rapport à celui que vous aviez reçu dans les dossiers, juste pour une question de dénomination. En fait, le grade de destination, donc le nouveau grade, la nouvelle dénomination au 1er janvier, il n'y a plus de notion de deuxième classe, il s'appelle juste adjoint administratif, adjoint d'animation, adjoint technique. Voilà, il y avait juste cette petite coquille sur le projet qui vous avait été envoyé, donc il a été rectifié.
Donc systématiquement, ça ne change absolument pas le nombre d'agents au tableau des emplois, ça change juste le nombre de grades à l'intérieur d'un cadre d'emploi, pour se retrouver à 3 au lieu de 4. L'idée, c'était que les adjoints administratifs de deuxième classe deviennent adjoints administratifs, que les adjoints administratifs de première classe et les adjoints administratifs principaux de deuxième classe deviennent tous ensemble des adjoints administratifs principaux de deuxième classe, et que les adjoints administratifs principaux de première classe gardent la même dénomination. On avait avant les échelles 3, 4, 5, 6, c'est devenu C1, C2, C3. Ça change très faiblement la rémunération. Et sinon, c'est juste, monsieur le maire pourra en attester, puisque les arrêtés ont été préparés. Je les ai signés aujourd'hui. Ça donne un sacré paquet d'arrêtés à signer. Voilà. Et la philosophie que je viens de vous expliquer pour la filière administrative, c'est la même gymnastique pour toutes les filières, que ce soit technique, animation, sociale ou culturelle. C'est un resserrement des différents niveaux qui permet de faire gagner quelques points d'indice aux agents de catégorie C. Ça avait été fait il y a combien, 3-4 ans pour le B, l'année dernière, enfin, il y a 1 an et demi pour les B, puis les A devraient voir le valeur. Donc c'est un nouveau tableau qu'il faut valider en l'actualisant. Ça ne change pas le nombre d'agents, hein, s'ils sont toujours autant, et voilà. Mais on est obligé de faire. Vous savez que chaque année aussi, on met, au moment du budget, on fait le tableau des emplois, parce que quand il y a des changements de grade, des changements de grade, tout simplement, et on met à jour les tableaux. Et voilà. Après cette explication, Thomas, est-ce que vous avez besoin d'autres explications? Est-ce que vous voulez poser des questions? Donc on va passer au vote. Qui serait contre cette actualisation du tableau des effectifs? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. C'est une obligation légale. On n'est pas obligé de faire la délibération, c'est juste pour que le tableau soit là. Voilà, pour mettre le tableau à jour. Finance, alors les 2 points 6 et 7 sont à peu près les mêmes. Participation à la scolarité de l'enfant accueilli en classe d'intégration scolaire CLIS à l'école élémentaire Gagné HL. Et pour le 7, participation à la scolarité de l'enfant accueilli en classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, à l'école élémentaire de Chessy. Ce sont des enfants qui ont besoin d'un suivi particulier, que nous n'avons pas dans nos classes spécialisées, nous, sur notre école. Donc c'est l'éducation nationale qui les place dans ces écoles qui possèdent ces classes spécifiques. Et donc évidemment, une participation financière est demandée à la commune, justement pour maintenir ces classes. Donc la délibération numéro 6 et la délibération numéro 7, ce sont les mêmes, mais comme ce sont 2 écoles différentes, une qui est à Chelles, l'autre à Chessy, il faut voter chacune des deux délibérations. Donc voilà. Donc pour la participation aux frais de scolarité de l'enfant accueilli en classe d'intégration scolaire CLIS à l'école élémentaire Gagné Guy à Chelles, Gagné Guy, j'aurais dit Gagné, c'est plus pratique à dire, à Chelles. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? De la même manière, participation aux frais de scolarité de l'enfant accueilli en classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, à l'école élémentaire de Chessy. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Chaque année, on retrouve des enfants scolarisés. On l'a fait dernièrement aussi pour un lycée à des souris. Oui. Donc les points suivants concernent la CAMG. Le 8 et le 9, ce sont 2 points qui sont similaires. L'un, c'est l'adhésion de la commune de Ferrières-en-Brie à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Et le point numéro 9, c'est l'adhésion de la commune de Pontcarré à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Alors, lors de la commission départementale de coopération intercommunale,
CDCI du 21 mars 2016, les communes de Pontcarré et de Ferrières-en-Brie ont été rattachées au Val-Bréon contre leur volonté et malgré l'aval de Marne-et-Gondoire de les accueillir. Les communes de Pontcarré et de Ferrières-en-Brie avaient délibéré les 17 octobre 2016 pour rejoindre Marne-et-Gondoire. Même s'il semblait que ces deux communes auraient pu pouvoir sortir de certaines intercommunalités du Val-Bréon pour intégrer Marne-et-Gondoire en 1er janvier 2017, cela n'a pas été possible. Donc le conseil municipal de Pontcarré a de nouveau délibéré le 7 janvier 2017 en demandant son retrait de la communauté Du Val. commune du Val-Briard et son adhésion à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. C'est le nouveau nom de Val-Bréon. C'est le nouveau nom de Val-Bréon, voilà. Et je cherche quand c'est qu'à... Voilà. C'est janvier 2017. De Ferrières-en-Brie, ils ont délibéré le 6 janvier. De la même manière, pour quitter le Val-Briard et demander leur adhésion à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Quand on regarde le plan de la communauté d'agglomération, on voit bien que entre collégiens, Bussy, il y a un trou dans lequel vient s'engouffrer le territoire de la commune de Ferrières. Donc il y a quand même une cohésion territoriale si Ferrières rejoint l'intercommunalité. Et Pontcarré aussi, qui touche à la fois Ferrières et Ferrières aussi. Donc Marne-et-Gondoire s'est prononcé favorablement pour l'adhésion de ces deux communes. Et il faut maintenant à chacune des communes de la communauté d'agglomération de se prononcer individuellement. Alors je pense qu'il serait incohérent à partir du moment où il y a eu un vote unanime des 18 communes, c'est-à-dire des représentants de chacune des communes lors du conseil communautaire où la décision a été prise, et que maintenant une commune prendrait la décision de voter contre. Donc, je pense qu'il y a une réelle volonté de ces deux communes de rejoindre Marne-et-Gondoire. Ça renforcera notre potentiel, potentiel économique, potentiel, je dirais, même en population, qui donnera un petit peu plus de poids. Peut-être ça nous permettra d'être plus efficaces quand le jour où il faudra redéfendre notre dérogation qui nous a permis de rester territoire de Marne-et-Gondoire. Voilà. Donc je crois que les problèmes qui étaient levés, il y avait des problèmes juridiques qui arrêtent. Oui, mais je ne sais pas s'ils sont levés. Ils ont refait leur demande malgré ça, mais je ne sais pas si c'est traité. Voilà. Je pense qu'il y avait... c'est au préfet c'est le préfet qui voilà, le préfet pour statuer, il attend ses délibérations. Voilà. Non, il attendait qu'on lui règle les problèmes juridiques. Le problème juridique, c'est en fait l'éclatement du Val-Bréon. Que deviennent les communes de Saint-Denis, de Villeneuve-le-Comte. Villeneuve-le-Comte est intéressé pour intégrer le Val d'Europe. Il y a juste une petite différence cette fois-ci, c'est que la communauté de communes de l'Arbre-Boisé, dont faisaient partie ces communes, le président du Val-Bréon est d'accord pour les voir partir. Oui. Alors que la fois d'avant, il s'est opposé. Oui, parce qu'il voulait garder Village Nature. Le président de Val-Bréon, Val-Briard maintenant, c'est Jean-Claude Barbeau, le président du conseil départemental. Ça doit tout dire. Parce que avec le départ de Ferrières et Pontcarré, il se pose la question de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis, sur lequel se trouve Village Nature. Et une manne financière. Bien sûr, c'est tout l'enjeu. Avez-vous des questions ou des remarques particulières sur l'adhésion de ces deux communes? On va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Alors, si tout se passe, elle devrait intégrer l'intercommunalité au 1er janvier 2018. Peut-être avant, plus sûrement au 1er janvier 2018. 10 ans plus tard. Avis sur la prise de la compétence santé pour la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Je vais te laisser la parole, Pierre. Oui, donc on a
voté la prise de compétence santé au dernier conseil communautaire. Aujourd'hui, donc là, ce qui vous est joint à cette délibération, c'est le bilan de ce qui existe sur le territoire, hein, comment sont répartis les médecins, les hôpitaux, etc. Et donc on a le périmètre n'est pas encore défini. Maintenant qu'on a la compétence, on va pouvoir travailler sur ce qu'on met dans la compétence. Mais il y aura déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la maison santé, disciplinaire, ça oui. qu'elle est appelée, je crois, du cœur urbain de la Nique, qu'on a réussi à obtenir dans ce ancien hôpital. Saint-Jean. Voilà, sinon, aujourd'hui, il n'y a pas plus de précision que ça, le périmètre. Pour l'instant, il est sur cette maison avec des médecins. Alors, c'est parce que tout ça est parti du fait que aux urgences c'est saturé, que pour des petits bobos on va toujours aux urgences et qu'il fallait pour notre territoire. Il y a des communes quand même qui ont, au nord de la Marne et tout ça, qui n'ont pas de médecins. Hein, oui. Donc ça serait aussi pour que les médecins qui seraient rattachés à ce pôle puissent se déplacer, faire des permanences dans les communes, enfin, peut-être ouvrir la nuit, enfin, voilà, faire une espèce d'urgence. Mais tout ça, c'est pas encore bien défini. Oui, dans le quartier Saint-Jean, dans ces quartiers d'hôpital. L'ancien hôpital. Parce que là, ils disent que Lagny et Bussy sont très pourvus en médecins. Oui, mais c'est un fonctionnement particulier. Donc, par contre, au niveau de l'étude, il y a des erreurs. Il y a des chiffres qui sont pas bons, quoi. Je ne connais pas tous les médecins, mais je sais, par exemple, des ophtalmos, ils disent qu'il n'y en a que 7 à Lagny et 2 à Bussy. Il y en a au moins 3 à Bussy, il y en a 5 à Montébrun. Alors, 5 ophtalmos à Montébrun? Ouais, il y a un cabinet avec 5 ophtalmos. Ah bon. Des kinés à Chanteloup, il y en a 4, il n'y en a pas qu'un. Il y a un cabinet à Chanteloup, il y a 4 kinés. Ça dépend de la date, mais les sources, regardez les sources, hein, les sources c'est 2014. Hein, donc, oui, c'est ça. Regardez, c'est ce que j'allais dire, il faut regarder la date de l'étude. Attention à l'information qui dit mais qui peut plus se bien. Ça va en avoir même davantage. Peut-être dans les kinés, vous comptez les ostéos peut-être alors? Non. Non? Parce que là, les ostéos sont pas répertoriés là. Non. Ah non, j'ai pas compté les ostéos, parce que j'en ai mis plus. Mais j'ai pris un cabinet avec 4 kinés. Oui, mais il est arrivé en 2015. Ouais, non, mais j'ai pas lu ça. Donc voilà, donc là, la source est un peu biaisée. L'étude, elle a été faite en 2016. Là, enfin, ah ouais, 2016. Non, mais les sources sont 2014. Non, le cabinet, nous, on l'a mandaté en 2016, mais il s'est basé sur à cause de l'INSEE, parce qu'on travaille toujours 2 ans en retard. Donc les populations, c'est 2014. Donc on est déjà. Là, ils mettent bien le nombre de masseurs, kinésithérapeutes. Mais il a ça. Oui. C'est recensé en 2016. Oui. Au 31-12, effectif au 31-12. C'est bizarre. 10-08-2016. Là, ils mettent source 31 août 2014. INSEE 2013. Voilà, tu continues. C'est sur les populations 2013. Et non sur la population 2016. Donc, tu as raison. Il y a un truc qui est décalé. Voilà. Général, j'ai pas vérifié. En fait, on entend parler de pénurie de médecins dans tous les territoires. Donc le but, en prenant cette compétence de la communauté d'agglomération, essayer de créer un pôle médical costaud qui desservirait ça permet de mutualiser déjà notre territoire de Marne-et-Gondoire et même au-delà. Bon, à Chanteloup, on a eu la chance, on a pu monter notre propre pôle médical, comme à l'époque, Conche avait fait le sien. Donc voilà, et là, c'est des créations nouvelles avec où ceux qui existent veulent se regrouper là, ou d'autres médecins viendront. Alors, je voudrais juste, pour les chiffres, dire que l'analyse de l'offre existante, elle repose sur 3 critères, le nombre de médecins pour 10 000 habitants. C'est peut-être ça aussi. Et comme c'est par tranche de 10 000, forcément, c'est pas ça existe en totalité. Et l'âge des médecins.
crois qu'ils sont pas mal de trucs. Bon, de toute façon, c'est vrai que C'est pas la question non plus. quand les chiffres avaient été donnés, on a Oui. tous eu des corrections à faire. Et ils avaient mis 2 dentistes, il y en a 3. Ils avaient mis 3 médecins, il y en a que 2 à Chanteloup. Voilà, des généralistes. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est vrai que on a fait attention aux kinés. Les infirmiers, je suis sûr qu'il y en a plus que 2. Oui. Voilà. Donc Marne-et-Gondoire a voté la prise de compétence santé lors du dernier conseil communautaire. Et comme à chaque fois, il faut maintenant que chaque commune délibère. Voilà. Donc il y a le document qui vous a été donné. Bon, peut-être on a besoin peut-être Mais non, parce qu'il s'attacher à jour. y a beaucoup de trucs, c'est 2013. Forcément. Il faudrait qu'ils remettent leur. Parce que s'il y a des erreurs. Et nous, ça va très vite dans notre secteur, c'est sûr. Celui-là. Je ne sais même pas ce que c'est le SNIRAM. D'autres remarques, d'autres questions? Bon, je vous propose que nous passions au vote. Qui serait contre la prise de compétence santé par la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Point suivant. Opposition au transfert de la compétence plan local d'urbanisme à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Donc la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dénommée la loi Allure, modifie dans son article 136 les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux communautés de communes et les communautés d'agglomération. Elle donne désormais aux EPCI, les comités de communes et d'agglomération, la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Cette compétence sera effective à l'expiration d'un délai de 3 ans après l'adoption de la loi pour les intercommunalités ne l'ayant déjà pas acquise, tout en apportant une exception dans le cas où au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent, dans les 3 mois précédant le terme du délai d'applicabilité. Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux comités d'agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017, sauf en cas d'opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus. Donc chacune des communes du territoire de Marne-et-Gondoire doit se prononcer s'il passe en PLUI ou pas. Aucune commune n'est favorable au transfert de cette compétence. Chanteloup non plus n'allait pas non plus. Donc comme il faut que nous nous prononcions avant le 27 mars, le but de cette délibération, c'est de dire que la commune tient à garder son entière pouvoir de décision, pour une entière indépendance dans son PLU par rapport à un PLUI éventuel qui pourrait être mis en place à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Voilà. Il y a unanimité du bureau. Voilà, le bureau. Toutes les communes. Voilà, les 18 communes vont voter dans le même sens. Et c'est très bien. C'est pas parce qu'il y a le service instructeur des permis à la communauté d'agglo que ça transfère les PLU vers un PLUI. Voilà. Donc, je suis clair, je vous propose que nous votions contre un PLUI, et nous gardions notre PLU. Voilà. Donc, qui... Pour être sûr de bien comprendre. Voilà, là, c'est pour l'opposition. Oui. On s'oppose à la compétence. Qui est pour qu'on s'oppose, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, qui est contre qu'on s'oppose? Qui s'abstient? Qui est pour qu'on s'oppose? Voilà, à l'unanimité. Merci. Le point suivant, c'est pas un point où on va voter, mais je voudrais qu'on en parle tous ensemble pour l'organisation de la Bocamp 2017. Quand on regarde le niveau du plan Vigipirate, avec les obligations qui nous sont faites pour garantir une sécurité maximale dans toute manifestation qui pourront être faites à l'extérieur des bâtiments publics et qui demandent des dispositifs que l'on doit faire valider. Alors, jusqu'à présent, c'était à partir de 2000 ou 3000 visiteurs, il fallait demander l'avis du préfet. Ça a été monté à 5000. Et par contre, il faut proposer le dispositif au commissariat de police qui le valide ou pas. Et s'il le valide, bon, c'est bien. S'il ne le valide pas,
on ne peut pas le faire. On a vu le cas pour l'organisation de la Coupe du Monde de foot de diffusion en extérieur. Le dispositif qu'on avait proposé a été rejeté par la sous-préfecture et c'est pour ça que j'avais renoncé à le faire sous la halle. Et la salle des fêtes étant prise à ce moment-là, on n'a pas pu le faire dans la salle des fêtes. Donc le problème est moindre pour l'organisation de la fête foraine puisqu'elle se trouve sur un site qui est pratiquement inaccessible et on peut, j'en ai discuté avec certains forains, on peut le protéger comme ils font les autres années pour empêcher l'intrusion dans le voyage, ils mettent un camion. Le problème il est plutôt pour la brocante. La brocante, il y a 5 accès à la brocante. Il y a celui en bas à la place du Moulin, il y a celui rue de la Meunerie, il y a de chaque côté, de part et d'autre de l'avenue de la Jonchère et aussi la rue de la Fraternité, c'est ça la rue, oui. Bon. Donc le dispositif à mettre serait assez lourd. Il faut empêcher l'intrusion d'un véhicule comme on a pu le voir hélas à Nice ou en Allemagne. Donc il faut mettre des blocs, des blocs béton. Tout en laissant passer les secours. Et en laissant de l'espace pour que les secours puissent accéder. Il y a aussi le fait que, bon, jusqu'à présent, la sécurité ou la surveillance était assurée par des bénévoles, par le judo club notamment. Donc il me semble difficile, avec un plan Vigipirate au niveau où il est, de faire porter cette charge à une association. Donc il faudrait avoir du personnel qualifié. Et enfin, il y a là un autre problème qui n'est pas à négliger sur Chanteloup, c'est le stationnement visiteur. Le stationnement visiteur qui est chaque année anarchique, mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas d'endroit pour stocker les voitures en grand nombre. Mais dans le cas d'un plan Vigipirate, des voitures qui se stationneraient un peu n'importe comment peuvent présenter un danger. Donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte avant de dire oui, on fera la brocante ou pas. J'ai fait faire des devis. Alors j'en ai reçu qu'un, j'ai un chiffre pour le deuxième, je devais le recevoir aujourd'hui, je ne l'ai pas eu. J'ai fait un devis pour prendre du personnel. Vous avez pu remarquer les dernières manifestations publiques que nous avons faites, nous avons entouré le service de sécurité d'une entreprise spécialisée, NOCAM, qui filtre à l'entrée les gens, contrôle les sacs et tout cela. Donc là, on a vu pour un dispositif de 9 agents. 7 agents de sécurité, c'est-à-dire qui seraient aux entrées stratégiques de chaque entrée de la brocante, pour regarder. Du personnel qualifié dans ces genres d'équipement. Et 2 agents sécurité même secours et sécurité, qui se baladeraient sur la brocante toute la journée, de 6 h le matin à 18 h le soir. Donc cette prestation nous amène à une dépense de 3 342,13 € TTC, à laquelle il faut ajouter, si on veut mettre un dispositif anti-intrusion, on a évalué à 13 blocs béton qu'il faudrait placer à chaque entrée. Soit on peut aussi utiliser des barrières et nos véhicules, de la commune. Ça éviterait d'avoir un besoin. Et parce que ce dispositif-là, c'est 4 000 € hors taxe. Donc sur 4 000 € et 2 300 €, ça fait 6 300 € au total. Et ça nous amène très loin pour... 7 000. Ça fait peut-être 3 000 et quelques. ça, parce que les 4 000 sont hors taxe. Hors taxe. Alors tu rajoutes 20%, ça fait 4 800, ça fait 4 800 et c'est 2 300. On arrive à 8 000. Ça fait 7 000 et quelques €. Donc je pense que ça me paraît compliqué de mettre ces dispositifs en place. Et surtout, encore, il faut qu'il soit validé après par le préfet. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Elle a eu lieu la brocante. Oui. C'était déjà en Vigipirate. Mais c'était pas un Vigipirate. Il n'y avait pas eu l'année dernière, il n'y a pas encore eu Nice. Et ça a été rehaussé. Oui. Et il l'a dit ce soir. Et puis alors on se trouve encore on se trouve encore entre les élections présidentielles aussi. Et le 1er mai, c'est le dimanche où il n'y a pas de tour d'élection, donc on est entre 2 tours. Bon, le plan Vigipirate est maintenu au plus haut niveau.
qui n'était pas le cas l'année dernière, il n'était pas au niveau pourpre, je ne sais pas comment Les il dit. ministres l'ont rappelé Écarlate. ce soir. Écarlate, voilà ça. Là, depuis Nice, et puis depuis l'Allemagne récemment, voilà. Il y a des grosses manifestations, comme à Lille, la brocante de Lille en automne a été annulée. On peut organiser la fête foraine, ça c'est sûr. Après, c'est plus compliqué pour le... Alors, j'ai rencontré Evelyne Delfrade et je lui ai dit qu'on en parlerait en conseil et on verrait après ce que l'on peut faire et jusqu'où on peut aller. Elle en pense quoi? Elle est partante. Elle sait pas dire, elle est partante, oui, elle serait partante, mais bon, l'ampleur du dispositif, elle inquiète un peu. Quoi. Parce qu'on sait très bien que les exposants sont très difficiles à gérer. Bien sûr. Déjà en temps normal. C'est ça Déjà. les exposants maintenant, hein, si on prend... Comment? Ben, il faut regarder le sac de tous les exposants. Ouais. Ah ben, si on prend des vigiles, c'est-à-dire que... Tu peux pas le faire, Ouais, c'est impossible. Bah oui, sauf que si on met des vigiles pour ça, il faut que les exposants aussi ouvrent leur sac, parce que c'est pas que le visiteur, on est bien d'accord. Parce que je peux me déclarer exposant, et puis foutre ma bombe dessus, on est d'accord. Bah, il y a le problème, Logique. il y a le problème du stationnement qui me... Il y a le stationnement, il y a l'intervention des secours, Parce il y a un qu'on problème. voit les voitures stationnées n'importe où dans les rues. Bon, et dans les rues, il y a le long du RD10 et on ne sait pas, ces voitures-là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Aujourd'hui, la préfecture, nous, sur des manifestations sportives, elle nous a annulé des manifestations sportives sur le fait qu'on n'ait pas de stationnement. On doit créer un lieu de stationnement et véhiculer les gens, soit par des cars, soit piétons, jusqu'à la manifestation. Donc il faut un lieu de stationnement. Seulement pour le lieu de stationnement, on a annulé les manifestations. Alors, et on ne dispose pas de parking suffisamment grand Il faut aller dans un champ, pour stocker. et c'est compliqué. Et alors, si les conditions météo ne sont pas bonnes, Exactement. dans un champ, Pas dans un champ. Hein. Ah, mais parce que les dégâts, voilà. Ils y vont pas. Et nous, c'est classe. Et puis rien. Ça, c'est un problème. Je pense que le problème avant Le reste, c'est gérable. la sécurité, on peut la gérer. On peut la On gérer. peut la Les gérer, plots, mais le problème, c'est le stationnement. on peut gérer les Même sans les plots, même sans les plots, je pense. On met des voitures, Voilà. On met des barrières, nos barrières, qu'on appelle ça, barrières Vauban, barrières des barrières de sécurité. voilà, barrières de sécurité, barrières de police tout simplement, police. et puis un véhicule Voilà. devant. Mais le problème, travers. c'est le stationnement qui est ingérable. Non, de toute façon, tu ne pourras pas... Ça passera pas. On n'a pas de lieu où on peut installer les Je ne vois pas. voitures. Voilà. Maintenant, j'écoute vos avis, vos suggestions et tout cela. En plus, ça fait un investissement communal qui n'est pas 10 200 euros. anodin. Et puis, c'est pas que ça. On va C'est ça, et puis être tu as tous les à côté, que tu les cumules. Moi, je pense qu'il serait raisonnable de l'annuler cette année. pour cette À année. l'image des grandes villes, à l'image, voilà, on n'est pas les seuls. Par contre, on peut maintenir la fête. Tout à fait. la fête. Tout à fait. Et je pense que pour la fête, il faudra qu'on s'entoure aussi de vigiles. Oui. De vigiles. Bon. Comment Comment? Non, pas celui-là, parce qu'il est marathon de Itinérant, Marne-et-Gondoire. mais attends, Il est pour l'instant. itinérant pour l'instant. Pour l'instant. On a eu une réunion hier, on s'est posé la question du parking. Ah oui, non, mais c'est... Puisque Marne-et-Gondoire va prendre en compte la sécurité, mais se pose encore le parking dans les communes. Donc il y a une réflexion qui se fait. Il y aura le même problème. Voilà. Alors, C'est ça. donc, Quand Montévrain fait sa brocante, il réquisitionne le parking de l'Intermarché. Ben oui. Bah, nous, on peut faire au Clos du Chêne. Ouais, tu vas croire que les gens vont venir à pied du Clos du Chêne pour tenir leur stand? Avec une charrette, là. Le Clos du Chêne est ouvert le dimanche, je te rappelle. Ben oui, c'est ça. pas les Intermarché aussi, là, le dimanche. Non, mais je crois que là, je sais pas comment ils font. ils savent Ben, pas. nous aussi, on demande est-ce que ça soit fermé, le Clos du Chêne. Pas fermé Leclerc. Non, ça va pas aller jusqu'à Leclerc. Voilà. bien, ça sous-entend déplacer le lieu. Mais je ne vois pas. Non, mais c'est le J'essaie de stationnement réfléchir. derrière, c'est pas le lieu en lui-même. Oui, c'est le stationnement, tu as raison. C'est le stationnement. Mais tu poseras sur quand la même. commune, L'accessibilité aux véhicules Ouais. de secours aussi. Hein. Tu poseras le On a problème. la village en chair, on passe pas. Hein. Enfin, Ouais. des fois, c'est... Il a- Donc le véhicule de secours doit pouvoir intervenir de manière rapide et efficace, entre guillemets. De toute façon, déjà, habituellement, ils passent pas. Comment? Une fois que tout le monde a sorti ses stands, On ils passe passent avec, pas. De toute façon, voilà. habituellement. Oui.
Moi, je pense qu'il serait raisonnable de le repousser et puis de l'annuler cette année. Après, je sais pas ce que tout un chacun pense. Parce que dommage, c'est qu'on vit plus, on fait plus rien après. Oui. Enfin, c'est, Non, mais C'est sûr. Faut qu'on ait pas l'événement, qu'à au moins, isoler. s'il y a un événement qui se C'est passe, clair, c'est c'est ça, clair. et qui. Sauf qu'on nous reprochera, on peut vous toujours, imaginez, voilà, ça mais va on être nous reproche, ouais. s'il arrive quoi que ce soit, on nous De pas reprochera, avoir été on nous reprochera la vigilant, de pas avoir Oui, écouté. les avions n'arrivent pas Elle le l'a jour première. de enfin, je sais pas ce que c'est. Mais, Les gens, ils viennent, ils savent aussi. Oui, mais, oui, mais on n'est jamais à chacun l'abri est d'un libre. malade. Déconnecter. Ah, ça, je Au suis jour d'accord. d'aujourd'hui, on l'est plus. Non, mais je suis C'est d'accord, mais on l'est nulle part. C'est pour ça, pareil. Les gens sont libres de venir exposer, les gens sont libres de venir Déjà. visiter ou d'aller à la fête. Ils savent. Moi, si mes gamins me disent je vais aller au cinéma à Disney, ben, je sais que si je leur dis oui, je prends un risque. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on sait que. Regrettable, Oui, mais ça sera après, toujours dans le- regrettable. c'est Je sûr. Je suis dans les d'accord, problèmes, si on raisonne dans plus tous pareil. les cinémas, ils mettent maintenant, moi je suis pas le film Non, mais il y a même. des, maintenant il y a de plus On en plus raisonne des plus pareil. portiers. C'est un exemple, mais Voilà, je veux nous, on dire, n'a on pas sait cette- Dans le... ce qu'on veut faire ou Quand pas, ça quoi. met- Après, on raisonne plus pareil. on vit plus chez soi parce qu'on se tient à double. Il faut mettre la Le problème se Après, pose pas, c'est la après, préfecture. C'est quoi On peut débattre des heures. Il n'y a pas besoin d'un camion pour faire quelque chose. Mais on est d'accord, on est On est à l'abri. d'accord. De toute façon, je pense que notre point faible, nous, c'est notre gros point faible, c'est le fait qu'on ne peut pas proposer un stationnement groupé. Oui, et que ça c'est obligatoire par rapport au. Où les voitures seraient toutes ensemble sur le même endroit, avec une surveillance. Et ce que dit Caroline est juste On peut aussi, c'est demander un qu'on parking au 55 avenue de la Jonchère, comme c'est pas encore construit et qu'on a un terrain, un grand terrain, on peut faire une bah, parking. non, mais on peut Demander décider des beaucoup de petits. terres. C'est un privé. Non, C'est ce que disait, C'est ce que privé, disait c'est ça. Caroline, c'est Il faut que que ce même soit si on communal. fait Ah oui. les sécurités, tout ce qu'il faut, on peut être un piéton et arriver avec sa ceinture de kamikaze, hein, ou sa machette, ou n'importe quoi. Au Mais jour oui, c'est d'aujourd'hui, ça. C'est pour ça qu'il y a eu donc des de rappels toute ce soir. façon, on va être en, on est en Ministre période de la Ville. électorale, on va nous bassiner sur tous les derniers Ah là là. pouvoirs. Préciser. Pour information, pour information, Je vais pousser la démarche jusqu'au bout. Là, ce soir, je voulais qu'on en parle tous ensemble, qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire. J'ai demandé des devis, donc j'en ai reçu un, le deuxième, il m'est pas arrivé à temps, mais j'ai eu le montant. Mais je vais proposer, de toute façon, il faut que je pose un dispositif. Il faut que je monte le dispositif et que je le présente au commissariat de police. Et eux diront si on peut le faire ou pas. On a rencontré cette semaine l'adjoint des commissaires de police pour un autre sujet, et on en a parlé. Et c'est là qu'il nous a dit, non, maintenant ça a été monté à 5000 Oui, mais peut-être que pour ce le soir, ça visiteur, va descendre. et donc jusqu'à 5000, c'est nous qui donnons l'aval. Voilà. Et habituellement, il y a combien Je pense qu'il y a 2000, 2500 visiteurs, hein, à peu près. On n'a jamais tellement compté, surtout qu'il y a la fête en même temps et tout. Bon, voilà. Je ferai un chiffre sur 3000 visiteurs. Et après, c'est ce qui compte, c'est le dispositif, comment. Et puis alors, le stationnement, zéro, j'ai pas de réponse à des questions. Donc voilà, je voulais que sensibiliser tout le monde sur ce problème-là. Et bon, la clé, c'est quoi de rappel Mais la tendance, je teste. Il y a quand même Il y a la même si valide. Ah bah après, il faut accepter les coûts. On a des questions. Des caravanes. Ah oui, on ne pourra pas prendre les Ouais, coûts. mais sauf que moi, je dis ce que tu dis. Après, il y a aussi la question qui se pose, c'est parce qu'il y a le problème du stationnement. Alors, on met les plots là, dans le coin, là, dans le secteur. Pas des véhicules. Ou on les met pas. On les met pas, on met des barrières. Mais le problème du stationnement, il y a quand même des gens, malgré tout, dans la Jonchère, qui sont à pied, qui marchent jusqu'à leur voiture. N'importe quel malade qui vient avec son gros camion, il défonce toutes les voitures et il enfourche tout le monde. Donc les plots, il faut même les mettre à l'entrée de la ville avant que les gens viennent se garer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, la logique, c'est de mettre les plots à l'entrée de Chanteloup pour permettre aux gens, aux entrées, pardon, permettre aux gens de rentrer. Le contrôle doit se faire à l'entrée et les gens, ils posent. Non, c'est compliqué. Ça, tu peux pas le faire. Non, mais c'est ce que je dis. Mais c'est là où on assurera une meilleure sécurité. Enfin bon, j'en sais rien, c'est pas mon... Il y a des trous. C'est-à-dire Il y a des drones. Il y a des drones. Voilà. Donc de toute façon, je vais déposer quand même Il est malade. notre plan au commissariat de police et nous donnerons une réponse assez rapidement. Et puis voilà. Mais
ça me paraît difficile quand même de pouvoir tenir des conditions de sécurité optimum. Surtout quand on sait que certains exposants se comportent déjà de manière un peu... C'est ce que j'allais dire agressive. Là, peut-être avec du personnel de sécurité, ils oseraient, parce qu'ils oseraient moins, mais ces dernières années, ça devenait compliqué. Et on a eu tous les ans des problèmes. Les gens sont pas pacifiques. Non, mais enfin, bon, on pourra rien faire. Oui, des problèmes d'incivilité. Voilà. On fera pas le centre de la caisse des écoles. Sur on ne pourra rien. Bien. Affaire à suivre. Je voulais quand même que vous sachiez qu'on réfléchit là-dessus et que bon, c'est vraiment un vrai problème. Donc, les communications du maire, conformément à l'article 21 du Code général des collectivités territoriales. Signature d'une déclaration d'intention d'aliéner au 13 décembre pour la parcelle B425 pour une valeur de 310 000 €. Au 20 décembre, décision 2016-79, contrat d'assurance 1026-02 Villassure, 2 avenants groupement pour un coût annuel du contrat de 26 646,07 €. Et le 10 janvier, 3 déclarations d'intention d'aliéner pour les parcelles B675 pour une valeur de 398 000, B351 pour une valeur de 400 000 et B926 pour une valeur de 329 000 €. Enfin, le 17 janvier dernier, déclaration d'intention d'aliéner pour une parcelle B927 pour une valeur de 376 000 €. Donc nous avons reçu 2 questions écrites conformément à l'article 5 de notre règlement intérieur. Une question de Gaël Bouvier qui demande je voudrais savoir où en est l'ouverture de l'agence postale annoncée pour fin 2016 et ce qui retarde l'avancée de ce projet. Ce qui retarde l'avancée de ce projet, c'est que nous en sommes à 3 marchés infructueux. 3 marchés, on a fait soit un marché d'entreprise générale, soit un marché lot par lot. Donc on est tombé sur des propositions aberrantes au niveau chiffrage, alors qu'on a un budget entre 30 et 40 000 € TTC. Et donc on a passé ça. Ensuite on a eu des réponses incomplètes. C'est-à-dire qu'il y avait 6 lots qui avaient été faits, on a eu qu'un seul lot sur le dernier, et l'autre c'était, je crois, 2 ou 3 lots. Donc à chaque fois on a déclaré les marchés infructueux. Et on a relancé un autre marché, et qui était arrivé à échéance ce soir, et Thomas me dit qu'il vient de regarder, il n'y a pas aucune réponse. Ouais. Donc on l'avait remis en entreprise unique. Donc on va... Comme on a passé de convention avec Marne-et-Gondoire concernant la rédaction des marchés publics, on va se rapprocher d'eux pour peut-être le rédiger différemment, pour essayer d'avoir des réponses. Autrement, je ne sais pas comment on peut faire. Et les manches. Ça fait 19 personnes volontariat. On a perdu une année avec les marchés qu'on a relancés à chaque fois, parce qu'il y a toujours des délais à respecter entre le moment. Ouais. Donc, effectivement... Est-ce que légalement, quand on en arrive comme ça, 3 marchés infructueux, on ne pourrait pas passer par un autre mode? On a le droit d'entrer en... Pardon, excusez-moi. J'allais dire justement qu'on a le droit d'entrer en négociation, puisque on est 3e marché infructueux, sauf que pour entrer en négociation, il faut déjà avoir un candidat potentiel. Moi je pose la question, je connais la réponse, mais voilà, du conseil, je pense qu'on va y arriver. Il faut avoir un candidat. Il ne va pas pouvoir rentrer en négociation. Là, il n'y a pas de candidat. Là, il n'y en a personne. Mais on peut reprendre les candidats précédents. Voilà, c'est-à-dire on va regarder les entreprises dans les entreprises qui avaient répondu antérieurement. Exactement. Et on va faire de la négociation gré à gré. Même si on a, une fois qu'on a dit qu'il était infructueux, le marché.
Ça comprend le mobilier sans les campings. C'est pour le canton, on a des déclaré marché futur, on a des renégociés après. Oui, on n'a pas relancé un marché derrière. On n'a pas relancé un marché. Ah, là, on a Oui, mais relancé. on va déclarer infructueux celui-là aussi, Pierre. Parce qu'il y a personne Oui, mais qui a- ça, justement. Ça dépend des maires. On va s'en prendre. C'est artisanal, tu vois. Et la question, c'est Christian Jaillet qui la pose. Question à mettre à l'ordre du jour au prochain conseil municipal concernant le dossier d'extension de l'école du Cantou. Monsieur le maire peut-il faire le point sur ce dossier? Alors, les travaux de mise en conformité avec la réglementation résistance au feu des matériaux vont commencer lundi. Sur une période de 15 jours. Les travaux de remise à niveau, c'est 4 semaines de travaux, mais on va les faire que pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire celles de février et celles de printemps, pour travailler en site non occupé, puisque même le centre de loisirs sera à la ferme. Donc le dispositif a été validé par Socotec, et donc on a le feu vert de Socotec pour pouvoir réaliser ces travaux. Le SDIS a été consulté, mais il a donné un avis oral, puisqu'il ne se prononcera à la fin quand les travaux seront finis, il y aura le VRAT. Je ne sais plus exactement ce que c'est l'achèvement des travaux. Voilà. Donc les travaux commencent lundi, pour la période des 15 premiers jours des vacances scolaires de février. Et la deuxième tranche de travaux se fera par les vacances scolaires de printemps, ce qui laissera après le temps à Socotec de faire sa mission. Alors Socotec va suivre les travaux pour voir que le dispositif retenu et validé par ces services soit mis conformément aux règles de l'art. Et donc Socotec après aura la mission de vérifier, de fournir le VRAT, et à ce moment-là, ils seront soumis définitivement à l'avis des pompiers. Je précise que tous ces travaux seront à la charge exclusive de Module Création. Ils ne coûteront rien à la commune de Chanteloup. J'ai répondu à ta question? Oui. Voilà, ok. Bien. Ouais, parce que je m'étonnais que, comme tu avais envoyé un courrier au mois de 29 septembre et qu'il fallait répondre sous 10 jours, que depuis le 29 septembre. Oui. Il y avait il fallait, aucune communication. Les communications, faites une ouverture en septembre. Oui, mais je pense que les instituts sont conscients et ils ne vont pas réintégrer pour 2 mois les locaux. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu choisir aussi l'option, et là je me suis rapproché des instituts, on aurait pu prendre l'option de faire des travaux 5 semaines d'affilée, mais c'était en milieu occupé et c'était compliqué, c'était complexe. Et, on l'a fait au Loupio par 2 fois, bon, ça s'est très bien passé, mais là bon, on n'a pas voulu le faire, et donc c'est pour ça qu'on a exigé que ça se fasse en 2 tranches. Voilà. Alors c'est vrai que depuis, on avait donné, ils ont mis un peu plus longtemps que ça pour répondre. Après, il y a eu des allers-retours entre le bureau de contrôle, notre maître d'ouvrage, les PAMAN, pour avoir des précisions, pour avoir c'est tout ce travail d'échange et de validation qui a été un peu long. Bien. Tous les points à l'ordre du jour ont été écoulés. Il est 11h38, je déclare la séance du conseil. 22h38, et je déclare la séance du conseil municipal du 3 février 2017 close. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Bonnes vacances.